Salam alaikum Azul Villaoun, bonjour. Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, l'émission d'aujourd'hui sera malheureusement écourtée à 30 minutes. Je vous prie de nous en excuser. L'OTAN par-ci, NATO par-là, c'est le leitmotiv préféré de ceux qui tirent à boulet rouge sur les révolutions populaires contre les despotes arabes, qui se sont produites après le printemps de Jasmin en Tunisie. Le régime algérien s'est senti directement menacé par cette lame de fond qui s'est levée du sein des peuples et a même entrepris des opérations de subversion et d'assistance à la réaction pour faire capoter ces révolutions. Mais tout le monde oublie ou feint d'oublier que ce NATO, cette OTAN, ce bourourou dont on nous rebat les oreilles, l'Algérie a des relations très intimes avec lui, des relations dont on ne sait pas tout, qu'on nous cache, comme on le ferait d'un adultère. Mais entre eux, entre les uns et les autres, c'est l'enthousiasme, voire le zèle. Déjà en 2005, la revue El Jeish, organe d'expression de l'ANP, avait publié plusieurs articles très diserts sur la fructueuse coopération entre l'OTAN et l'Algérie et sur les résultats remarqués obtenus entre 2000 et 2005. À la même période, lors d'un séminaire sur la coopération entre l'OTAN et l'Algérie, le ministre des Affaires étrangères algérien avait déclaré ceci, je le cite. « La coopération entre l'Algérie et l'OTAN est dense et diversifiée et l'Algérie y apporte une contribution substantielle en vue de sa promotion en tant qu'instrument actif à même de contribuer à la réalisation des objectifs de paix, de sécurité et de stabilité en Méditerranée. » Fin de citation. Mais le ministre s'est prêté à d'autres déclarations, presque passionnées, sur cette relation privilégiée de l'Algérie avec l'OTAN, allant jusqu'à insister sur, je cite, « la densité de la relation entre l'Algérie et l'OTAN sur le plan opérationnel ». Et le même ministre poussa le zèle jusqu'à insister sur les 3 escales navales de l'OTAN au port d'Alger en 2002, 2003 et 2004 et surtout sur la participation de l'Algérie à l'opération maritime antiterroriste baptisée Active Endeavour ou quelque chose comme ça en anglais, je ne prononce pas bien l'anglais, de l'OTAN. C'est une opération de l'OTAN. Donc ces histoires du bourourou du NATO ont besoin d'être relativisées. Mais laissons s'exprimer nos invités sur ces questions. Je m'excuse auprès d'eux, nous allons devoir abréger un peu parce que, bon, à cause de ce problème technique qui est survenu. Donc, avec nous aujourd'hui, Lila Haddad, journaliste accréditée auprès du Parlement européen, et l'amiral à la retraite, Mohamed Tahari Ala. La première question à Lila Haddad. Lila Haddad, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Alors, Lila, avant d'aller au vif du sujet, pourriez-vous nous faire une petite explication de texte sur l'OTAN? Qu'est-ce que l'OTAN? Le NATO, comme disent les anglophones. Le NATO, oui, mais bien sûr, avec plaisir. Permettez-moi d'abord de parler de spécificités très importantes par rapport à l'OTAN. L'OTAN, Jamel, est la seule instance où l'Europe et l'Amérique du Nord siègent quotidiennement à la même table pour examiner les questions de sécurité qui les concernent et aussi pour déterminer de quelle manière ils peuvent les résoudre ensemble. Quand je dis c'est une spécificité, c'est parce que l'Europe et l'Amérique du Nord, ce sont 2 continents tellement éloignés géographiquement, mais ils siègent tous les jours à Bruxelles pour les raisons que je viens d'invoquer. Maintenant, l'OTAN, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qu'on appelle aussi l'Alliance Atlantique, ou comme vous l'avez si bien dit, l'OTAN, ou alors NATO en anglais. Donc c'est une organisation militaire qui a été fondée en 1949. Et je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier, mais en 1949, vous savez ce qui s'est passé aussi. On a fondé l'État d'Israël. Mais ça, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas. Mais elle est passée, cette organisation militaire, elle est passée à une organisation politico-militaire. Et son objectif essentiel, fondamental aujourd'hui, c'est, comme ils disent, la sauvegarde de la liberté et de la sécurité de tous
les membres de l'OTAN avec les moyens politiques mais aussi militaires. Alors, je parle de tous les pays membres. Aujourd'hui, on compte 28 pays de l'OTAN. Il y a un truc, il y a une autre spécificité, il y a l'article 5. C'est le plus galvaudé par la presse surtout, le plus connu de la charte de l'OTAN. Alors cet article 5 est à la base de ce qu'on appelle le principe, c'est un principe fondamental de l'OTAN et il prévoit en fait, si un allié est victime d'une attaque armée, chacun des autres membres de l'Alliance va considérer cet acte de violence comme une attaque armée contre l'ensemble des membres et à ce moment-là, il va prendre les mesures qu'il va juger nécessaires pour apporter une assistance à l'allié attaqué. Donc c'est quelque part le principe de la défense collective. Ça nous rappelle un petit peu cette histoire des mousquetaires, de 3 pour 1, 1 pour tous. Pour un pour tous. Voilà. Et alors, j'en termine, Jamal. Oui. Très important aussi. La première fois dans l'histoire de l'Alliance que l'article 5 a été invoqué, ce fut le 12 septembre 2001, c'est-à-dire au lendemain de l'attaque de ce qu'on a appelé les terroristes. Et à ce moment-là, l'OTAN a décidé que s'il est établi que l'attaque contre les États-Unis était dirigée depuis l'étranger, elle sera assimilée à une action relevant de l'article 5 et par conséquent, donc, les 1 pour tous, tous pour 1, ils vont tous aller attaquer donc les commanditaires, les pays commanditaires de cet acte. Je parlais du nombre aussi pour être très clair. J'aime bien comparer avec l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est un hasard aussi. On compte 28 pays de l'Union européenne, mais ils ne sont pas les mêmes que dans l'OTAN, ou presque. Par exemple, à l'OTAN, il y a le Canada, les Américains, donc l'Amérique du Nord, la Norvège, l'Islande, la Turquie et l'Albanie, qui sont donc membres à l'OTAN, mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et puis vous retrouvez un certain nombre de pays européens, de l'Est surtout, qui sont devenus membres de l'Union européenne, mais ils sont juste en négociation pour devenir membres à l'OTAN. Merci. Lila, je vais vous demander, parce que je l'ai annoncé en début d'émission, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, pour un incident technique, nous avons donc perdu 20 minutes sur cette émission. On n'aura que 30 minutes. Et avec nous, il y a l'amiral Yala. Donc, je vous demanderai d'abréger un peu vos réponses pour qu'on puisse... Alors, ma deuxième question pour vous, on en vient donc au dialogue méditerranéen, initié en 1914. La question est toujours adressée à Lila Haddad. L'Algérie y a adhéré en 2000. Pourquoi l'Algérie a attendu 6 ans avant de se jeter à l'eau? N'y aurait-il pas de la gêne par rapport à la présence d'un certain État? Et puis, pourquoi avoir tant attendu pour se précipiter avec autant de hâte Donc vous l'avez si bien dit, le dialogue méditerranéen a été lancé en 1994, c'est vrai, et il s'est adressé d'emblée à 7 pays, dont l'Algérie, l'Égypte, Israël, dont l'Algérie, mais aussi l'Égypte, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie. Et l'Algérie, elle a, si vous voulez, rejoint le peloton, pas en 2000, comme vous avez dit, mais en décembre 2001, officiellement. C'est une date que je ne puis oublier, puisque je suis accréditée à l'Union européenne en tant que journaliste. J'ai couvert et j'étais sur place le jour de la présence donc, de Bouteflika, qui avait signé cet accord avec l'OTAN. Maintenant, vous me dites pourquoi l'Algérie en 2001, parce qu'elle a attendu l'avènement de Bouteflika et comme disent certains observateurs, M. Bouteflika aurait déjà négocié tout ça depuis Dubaï, négocié le fait qu'il fallait qu'il prépare son nouveau statut de président. Il a négocié avec les Américains en sous-traitant avec les Français, bien sûr, qu'il allait leur ouvrir grandes les portes de l'Algérie, que ce soit au plan militaire ou alors aussi au plan économique. Voilà. Pourquoi en 2004 il y a un certain nombre d'experts qui le disent, mais je n'ai pas pu le vérifier, que non, c'est pas vrai. L'Algérie, elle a commencé aussi à négocier à partir de 1994 avec l'institution militaire, mais là, je n'ai aucune preuve, et peut-être le général Yahla peut donner des affirmations ou des informations, je ne sais pas.
Oui. Restez avec nous, Lila. Amiral Ya'la, d'abord, que pensez-vous de ce partenariat, j'allais dire, presque contre nature? Bon, je vais prendre la question par un autre bout. Vous savez que l'Alliance Atlantique est une organisation militaire de niveau stratégique qui est créée pour assurer la sécurité, la stabilité et la défense de l'Europe et des pays de l'Atlantique Nord, des pays de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis. Jusqu'à la fin de la guerre froide, la préoccupation principale de l'Alliance Atlantique, c'était le pacte de Varsovie qui était leur adversaire désigné et connu. Après la fin des années 90, les actions visant les intérêts américains en Afrique et au Moyen-Orient ont réorienté les activités de l'Alliance vers la lutte antiterroriste. L'approche, la stratégie et la tactique ont fondamentalement changé. Et le comportement aussi, il a changé. La nouvelle menace n'est pas localisée dans un pays, mais avec des moyens répertoriés, ciblés éventuellement, etc. La menace est partout. Donc la stratégie de l'Alliance Atlantique... Vous parlez du terrorisme. Vous parlez du terrorisme. Voilà, la stratégie a évolué dans le sens du concept de gestion de crise, quand il s'agit de ce qu'on appelle les conflits asymétriques, et vers un concept de multiplication de réseaux d'information et d'action. C'est pour cela que l'approche avec plusieurs pays a été amorcée à partir donc, du milieu des années 90. Le partenariat pour la paix avec les pays de l'ex-URSS, le dialogue méditerranéen avec les pays que vous avez cités tout à l'heure, dont l'Algérie. Maintenant, il reste évident que cette coopération n'a commencé que lorsque l'OTAN avait besoin, en avait besoin pour ses intérêts. Le pragmatisme a toujours prévalu chez les pays, enfin ceux qui gèrent l'Alliance Atlantique. Voilà. Ouais. Mais qu'en pensez-vous vous-même? Qu'en pensez-vous? Ça a commencé dans les années 90, c'était par rapport à leur volonté, la menace terroriste, la menace, disons, étant diluée dans l'espace, étant diluée dans le temps, elle n'a pas de centre de centre de QG. Donc il fallait faire participer beaucoup de monde pour couvrir cette menace et pour couvrir évidemment tous les réseaux qui peuvent se créer. Voilà, c'est pour ça que ce n'était pas une initiative nationale ou de ces pays comme l'Algérie, mais c'est une initiative de l'OTAN qui s'est ouverte pour ses besoins, et sa stratégie et sa politique restent toujours l'intérêt suprême des pays membres, c'est-à-dire... Et vous pensez, Amiral Ya'la, vous pensez qu'une telle initiative peut être prise comme ça, sans vraie consultation de la classe politique, si tant est qu'elle existe? Un tel partenariat peut être décidé par un groupe presque occulte de personnes? C'est une possibilité dans la mesure où ce groupe intègre avant tout et avant toute autre chose la stratégie nationale, la stratégie et les intérêts nationaux, les intérêts du pays à long terme. Malheureusement, ce que nous constatons maintenant, c'est que nous ne disposons pas d'une stratégie nationale et à long terme, avec soucieux de nos intérêts à long terme. Voilà. Toutefois, ça c'est mon avis personnel, je pense qu'il ne faut pas fermer la porte à ce type de relation, parce que nos forces, du point de vue tactique, ont beaucoup d'enseignements à tirer. Vous savez, c'est un forum, c'est un véritable forum de consultation des pays membres, avec des échanges d'informations, de renseignements, d'analyse, de mise en place de procédures, de langage. Avec Israël autour de la même table. Avec Israël autour de la même table. Non, je ne pense pas que ça, le problème d'Israël autour de la même table. Non, vous savez, l'OTAN, la locomotive de l'OTAN, c'est les États-Unis d'Amérique.
Alors, je vais vous poser une question, amiral. Excusez-moi, avant de retourner à Lila Haddad, je vais vous poser une question connexe, mais qui est d'une très grande gravité, à mon avis, que personne n'a relevé, ni parmi les politiques, ni au sein des institutions. M. Sellal, le Premier ministre, a affirmé devant l'APN que la Constitution interdit à l'ANP d'intervenir en dehors de ses frontières. Il l'a affirmé publiquement, la vidéo existe. Or, cette disposition n'a jamais existé dans la Constitution. Non, mais vous lisez la Constitution, vous allez voir qu'elle n'existe pas, effectivement. Ouais. Alors, comment ça se fait que personne n'ait réagi à une telle violation? Écoutez, tous les jours, il faut réagir à ce genre de commentaires. Vous savez, tout ce qui se passe au niveau de la gouvernance est basé sur ce que nous avons dénoncé depuis des années, depuis des mois et des années. Donc, c'est l'esbrouf, le mensonge, et donc il n'y a rien, absolument rien à dire ou à redire, hein, parce que là vraiment c'est flagrant, c'est même pas évident, c'est même pas intéressant de relever ça. Dans un autre pays moyennement honorable, ça aurait soulevé un tollé général, mais enfin, nous avons été habitués. Moyennement honorable, il faut l'être d'abord. Ouais. Ah. Restez avec nous, amiral. Lila Haddad, le dialogue méditerranéen avec l'OTAN a évolué pour devenir le partenariat méditerranéen avec l'OTAN, ce qui revient au même. Mais en fait, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui change, il faut rappeler que le dialogue méditerranéen a été élevé au rang de partenariat lors du sommet des pays membres de l'OTAN à Istanbul. Et ça s'est passé en 2004. Ce qui a changé, l'amiral disait tout à l'heure, pourquoi il faut laisser une porte ouverte au dialogue avec l'OTAN parce qu'on peut bénéficier de concertation, etc. Si ça se limitait à la concertation, aux réunions, à la littérature, au discours, c'est bien, mais le partenariat avec l'OTAN, il a, comment dire, engagé l'Algérie. On parle que de l'Algérie, pas les autres pays. Et puis j'ai envie de dire par rapport aux autres pays, quand vous regardez les autres pays, hormis Israël, c'est-à-dire l'Égypte, la Mauritanie, la Jordanie, etc., à l'époque, ce sont des pays qui ont reconnu Israël, tacitement, implicitement, tout ce que vous voulez. Certains ont ouvert des représentations diplomatiques, voire même carrément des ambassades. Le cas de l'Algérie, pas. L'Algérie, elle a deux problèmes avec l'OTAN. Le premier, c'est la non-reconnaissance de l'État d'Israël. Et le but de l'OTAN, à mon avis, un des buts, c'est de forcer la main à ces pays-là, les pays arabes méditerranéens, pour reconnaître l'État d'Israël. Et l'Algérie, le deuxième problème qu'elle a, et tout le monde le sait, l'OTAN s'est impliquée dans la guerre d'Algérie. Elle a bombardé les Algériens au temps de la France. Et là, il faut résoudre ce problème. Maintenant, pour revenir au partenariat, qu'est-ce qu'il implique? Qu'est-ce qu'il engage? Il engage l'Algérie à accepter ce qu'ils disent, une assistance sur la mise en place d'institutions de sécurité. Ça veut dire qu'elle va rentrer dans la souveraineté de l'Algérie, l'organisation de l'OTAN. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ce partenariat? Il propose de transformer et de moderniser la défense globalement en Algérie. Il propose, et ça se fait, de former des doctrines militaires, de mettre en place des politiques et des stratégies de défense. C'est-à-dire, ils sont partout. Et puis, comme je vous avais dit, elle s'est transformée de militaire seulement à aussi politique, mais aussi économique. Et le but dans tout ça, qu'est-ce que c'est aussi? Au-delà du fait qu'elle s'implique, qu'elle affaiblit la souveraineté de l'Algérie,
elle va aussi devenir très commerciale, elle va vendre de plus en plus de l'armement à l'Algérie, l'Algérie qui a une pléthore de dollars, etc. Malheureusement, elle vend l'armement obsolète, etc. Et elle les forme en plus sur ses armes. Ça veut dire qu'on n'a pas de souveraineté ni militaire, ni territoriale, ni rien du tout, et que Bouteflika aurait pu aller tout doucement, mais il ne voulait pas, à mon sens, parce qu'il fallait aussi affaiblir l'institution militaire algérienne en disant, je vais vous le dire, je vais caricaturer aux généraux algériens, ne croyez surtout pas que vous êtes les plus forts en Algérie, je vais vous apporter un monstre qui est plus fort. Et je vais vous citer, je l'ai noté, c'est la seule chose que je l'ai noté parce que j'ai envie d'être fidèle au texte de Bouteflika. Jamal el-Din, souvenez-vous, quand Bouteflika a participé au forum de Crans-Montana en Suisse, il avait dit textuellement à la presse, un journaliste qui lui a posé la question, et je cite sa réponse seulement, « Je suis le représentant du peuple algérien et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. » Donc, vous répondez à une question que je m'apprêtais à vous poser. C'est-à-dire que l'Algérie et l'OTAN, l'initiative a été lancée en 1999. Et l'Algérie a adhéré en 2000. Et en 2001, Bouteflika officialise en personne cette adhésion à l'occasion d'une visite au siège de l'OTAN. Autant il y a eu au début une valse hésitation avant l'adhésion, autant il y a eu une précipitation quand cela s'est décidé. Une seule année a suffi pour le tout. Donc, si j'ai bien compris, c'était pour faire peser la balance du rapport de force qui était engagé entre lui et l'armée algérienne, si j'ai bien compris. Enfin, le commandement, les généraux de l'AMP. La question m'est adressée, Jamal El-Din ? Oui. Mais écoutez, c'est ma conviction. C'est ma conviction et on le voit. Et c'est dommage de voir le général d'état-major, M. Gaïd Ahmed, poussé dans les bras d'Israël et dans les réunions. Et vous savez, cette image, cette vidéo et ces images qui font le buzz maintenant sur YouTube. Qu'on a tous vu, en effet. M. Gaïd Ahmed aux côtés de son homologue israélien. Oui. C'est dommage. Et comme vous le disiez, c'était pour M. Bouteflika d'affaiblir l'institution militaire qui était une des plus fortes, une des plus respectables, une des plus professionnelles de la région. Nous allons poser la question à l'amiral. Amiral Yahla, que pensez-vous de cet avis, de cette opinion de Lila Haddad qui dit que Bouteflika, à son avis, c'est presque une initiative personnelle de Bouteflika qui s'est précipitée, qui a tout emballé rapidement, un peu pour ramener l'ogre au temps, pour le mettre dans la balance de son côté à lui, dans le rapport de force qu'il engageait contre les généraux algériens. Depuis une dizaine d'années, et vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé surtout ces derniers temps, la souveraineté de l'Algérie est largement entamée. C'est plus une question d'OTAN ou d'autres choses, dans la mesure où on a vu comment se sont passées un certain nombre de choses ces derniers mois et ces dernières années, où en ce qui concerne soit l'hospitalisation du président, soit tout le reste, etc. Et puis, je pense que ce qu'il faut, les problèmes de l'Algérie, ce ne sont pas tellement être dans une table avec X ou Y, ce sont des problèmes internes, et notre nation est en train de s'effriter. Il faut ressusciter l'Algérie, nation et État, pour être crédible, pour être plus crédible, pour être respecté et contribuer plus efficacement avec n'importe quelle alliance, mais en tenant compte d'abord et avant tout de ses propres intérêts, des intérêts de la région, c'est-à-dire de ce Maghreb ou de l'Afrique du Nord, et des intérêts dans le monde. Si on ne se renforce pas,
nous allons inévitablement vers un effritement, j'allais dire, un déficit en termes de souveraineté. Voilà. Écoutez, amiral, voilà. l'Algérie... Mais je suis d'accord dans toutes les grandes lignes. Ça dépend seulement si on porte le regard sur aujourd'hui ou sur le regard sur les intérêts de l'Algérie demain et après-demain. Il y a des... Voilà... amiral, pour rester dans votre logique, dans votre raisonnement, l'Algérie qui a pourtant toujours farouchement affirmé sa souveraineté et sa liberté à l'endroit des puissances étrangères est en train de s'acheminer doucement, mais sûrement, vers un rôle qu'on veut lui faire jouer, celui de gendarme régional. Vous pensez que c'est en train de se faire, que l'Algérie va devenir le gendarme militaire régional dans la région, notamment contre la Libye, par exemple? J'ai bien peur qu'il y ait des tentatives d'un côté et aussi des serviteurs de notre État qui sont soit sous chantage, soit en position de faiblesse, soit tout simplement intégrant les idées de l'ultralibéralisme, enfin préconisé par le monde occidental. J'ai déclaré quelque part, dans mes déclarations, qu'il ne faut pas brider nos politiques dans le contexte né de la période précoloniale et se donner la possibilité d'agir partout où nos intérêts, mais nos intérêts, il faut l'écrire avec un grand majuscule, le dictent. Les intérêts à long terme de l'Algérie, pas d'un personnel. J'ai entendu un responsable, on entend beaucoup de choses se dire, comme cette histoire vous l'aviez, de la Constitution déclarée qu'elle ne nous autorisait pas à agir en dehors de nos frontières. Vous savez que ce n'est pas vrai. Et ensuite, la Constitution disait aussi que les mandats étaient limités à 2. Bon, donc la Constitution, ce n'est pas le Coran. Ensuite, quand j'insiste sur les intérêts à long terme, parce que, en ce qui concerne la Libye, je viens à la Libye, c'est parce qu'on ne doit pas intervenir sans but politique national, sans but politique intégrant l'intérêt national débattu au niveau qu'il faut. Parce que les traumatismes que l'on peut créer peuvent rester plusieurs générations. La Libye est un pays frère, il doit devenir et rester un pays ami, un pays allié. Donc on ne peut pas intervenir comme ça, parce qu'on fait plaisir aux uns et aux autres, parce qu'on sous-traite une stratégie ou on sous-traite une politique. Restez avec nous, amiral. Je vais revenir à vous dans un petit instant. Lila, une dernière question que tout le monde se pose, puisque le régime lui-même a agité pendant des mois, depuis la révolution de Jasmin, en fait, cette menace du NATO, de l'OTAN, dont on apprend maintenant que c'est un partenaire du régime algérien, je ne dis pas de l'Algérie. Est-ce que ce partenariat met l'Algérie à l'abri de frappes éventuelles, comme cela s'est passé en Libye? Des frappes de la part de l'OTAN? Oui. Pas forcément. Si, comme je vous le disais, par rapport à l'article 5 de l'OTAN, si l'Algérie menace un des pays de l'OTAN, l'OTAN ne va pas protéger l'Algérie, mais elle va protéger des pays. Il faut faire très attention. Il faut faire la différence, elle est claire et nette, entre un partenaire de l'OTAN et un membre à part entière de l'OTAN. L'Algérie, elle monte au ciel et elle descend. Elle ne deviendra jamais membre de l'OTAN pour des questions d'ailleurs géographiques. Hein, voilà. J'ai envie de dire aussi, tout par rapport à votre question aussi, que j'adhère bien sûr totalement à la vision de l'amiral, amiral Yarla, quand il dit il faut travailler pour les intérêts de la nation algérienne, pas pour soi. Et vous savez, parfois, une petite anecdote vaut mieux que 250 discours. Je me souviens, un diplomate américain qui était en poste en Algérie avait dit un jour, on lui a posé
question, quelle est la différence entre Mohamed VI au Maroc et Bouteflika en Algérie? Il leur a dit, Mohamed VI fait de la politique étrangère et Bouteflika fait des relations extérieures. Monsieur Bouteflika travaille pour lui. Mohamed VI travaille pour sa nation, pour son pays. Et donc, non, l'Algérie, si un pays étranger attaque l'Algérie, l'OTAN ne se mêle pas, elle n'a rien à voir, c'est pas un pays membre, et l'OTAN, oui, il est prêt à attaquer l'Algérie si les intérêts d'un des pays, des 28 pays de l'OTAN est en danger et que l'Algérie, il est démontré que l'Algérie est derrière ça. Maintenant, j'allais le dire, l'amiral m'a précédé, quand vous avez dit, est-ce que l'Algérie va devenir le gendarme de la région? Non, gendarme, ça fait bien, ça fait trop fort. Elle va devenir le sous-traitant du gendarme du monde dans la région. Sur cette vérité ô combien amère, je vous remercie, Lila Haddad, en espérant vous revoir bientôt. Amiral Ya'la, des informations très sérieuses nous apprennent que des interventions d'unités de l'ANP ont déjà eu lieu en Libye en soutien terrestre à des frappes occidentales. Si cela se confirme, quelle sera votre position politique? Puisque maintenant vous êtes dans l'opposition politique, vous êtes dans la politique. La réalité, je ne suis pas au courant, mais j'entends aussi comme vous des informations qui viennent en général de ces pays de l'OTAN, je crois que des informations françaises, dire que l'Algérie participe, et puis, on entend des affirmations ici. Maintenant, on a aussi entendu, moi je ne fais qu'un parallèle, on a aussi entendu que l'Algérie allait participer au 14 juillet, et puis on a entendu des affirmations ici, et puis par la suite, ça s'est avéré qu'ils ont participé au 14 juillet. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon, il n'y a pas de délit de parjure, surtout de parjure politique chez nous, donc tout est possible, tout est accepté, tout passe. Voilà. Maintenant, je voulais vous dire en ce qui concerne, est-ce que je peux rajouter quelques mots concernant la Libye? Pardon, je vous ai mal entendu, vous pourriez répéter? Est-ce que je peux vous dire quelques mots concernant la Libye? Mais oui, je vous en prie, vous en prie. Oui, si vous avez un peu de temps. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que la Libye est un pays frère. Il doit devenir et rester un pays frère. C'est un voisin qui sera permanent de l'Algérie. On ne peut pas faire de stigmates. On ne doit pas laisser de stigmates. L'agression du régime marocain au début de notre indépendance a encore des stigmates chez nous. Vous savez, j'ai rencontré, moi, des amis et qui ont eu des résistances parmi ceux qui sont proches de moi quand je leur développe le sujet de la nécessité de construire notre région sur la base d'un rapprochement stratégique algéro-marocain. Eh bien, ces stigmates existent encore, même chez les gens qui sont prêts à accepter beaucoup de choses. Et il ne faut pas laisser des stigmates autour avec le peuple libyen, qui est un peuple qui est vraiment pour la continuité ethnique de nos populations du Sud. Voilà. Le Maghreb, moi je pense que le Maghreb des peuples existe et c'est malheureusement le Maghreb des États qui n'existe pas et c'est ce qu'il faut, il faut tenir compte. Une intervention en Libye doit tenir compte de ces paramètres de voisinage, de fraternité. Nous devons tout faire pour ramener à la raison ceux qui sont en train de s'entretuer et d'effriter le pays. Nous devons peser de nous tout notre poids. Merci. Pour ramener la paix. Merci, oui. Amiral Ya'la, en espérant vous revoir bientôt. Cette émission est maintenant terminée. À la prochaine. Salam alaikum. Azul.